Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour sur la série codée avec CSS. Donc nous avons vu dans les précédentes vidéos les premières propriétés, margin, padding, comment gérer nos blocs avec CSS. Nous allons voir dans cette suite la mise en format et en style du texte en CSS. La mise en forme du texte en CSS peut se faire de plusieurs façons, notamment au niveau de ses propriétés pour changer sa taille, sa graisse, sa police d'écriture, son alignement, etc. Donc voyons la première propriété de texte qui existe en CSS, qui est la font size. Pour modifier la taille du texte, nous utiliserons la propriété CSS font size. Cette propriété a besoin d'une valeur. Donc, nous déclarerons par exemple sur notre H1 une propriété font size et nous devrons lui attribuer une valeur. Et c'est là que les choses se compliquent un peu, car plusieurs techniques existent. Nous pouvons indiquer une taille absolue en pixels, centimètres ou millimètres. Alors, cette solution s'avère très précise, mais mieux vaut l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. En effet, de nos jours, les différents supports vont du petit écran de la montre connectée à ceux de nos téléviseurs 4K, voire plus grands encore. Et donc, en utilisant une taille absolue, on risque d'indiquer une taille trop petite pour certains lecteurs ou trop grande pour d'autres. Nous avons ensuite la possibilité d'indiquer une taille relative, en pourcentage, en EM, en REM, en UX. Cette solution a l'avantage d'être plus souple et s'adapte plus facilement à la taille des écrans des utilisateurs. Voyons toutefois les valeurs absolues. Pour indiquer une taille absolue, on utilise généralement les pixels. Ici, alors, je veux simplement quand même, avant toute chose, voir avec vous, avec les outils de notre navigateur, lorsque nous sélectionnons notre paragraphe, nous voyons que par défaut, le navigateur met une fonte de 16 pixels. Pour notre titre H1, il nous met une fonte de 32 pixels. C'est ainsi qu'interprète notre navigateur. Il donne une taille par défaut. Ici, nous voyons bien, c'est la feuille de style User Agent qui représente en fait le navigateur qui interprète pour notre titre H1 une font size de 2 EM sans que nous ayons écrit quelques règles CSS que ce soit. Nous avons donc une interprétation par défaut du navigateur et il interprète une taille qui est 16 pixels pour une fonte normale. Alors, je vous l'ai dit, pour indiquer la taille d'un texte, on va commencer par déclarer font size, séparé par sa valeur, toujours avec nos 2 points. Et si nous voulons exprimer donc une taille absolue, nous pouvons indiquer que nous voulons pour notre titre H1, nous voulons une valeur par exemple de 48 pixels. Notre titre aura maintenant une hauteur de 48 pixels. Nous voyons qu'ici, maintenant, c'est la propriété font size 48 pixels qui prend la priorité et c'est bien dans la feuille de style activateur.css.
nous voyons que la propriété font size qui était appliquée par le navigateur est maintenant barrée et que c'est notre propriété à nous qui a pris la priorité. Donc je déclare mon font size et je lui indique une valeur absolue qui est de 48 pixels. Je vous l'ai dit, nous pouvons également utiliser les millimètres. Si maintenant, au lieu de 48 pixels, j'indique par exemple 20 mm, la taille fera maintenant 20 mm, ce qui représente environ 76 pixels. Je peux indiquer également cette taille en centimètres. Ici, si je mets que mon titre fera 5 cm, vous voyez, c'est très grand. Les lettres de mon titre feront bien 5 cm. Alors, autant vous le dire tout de suite, on utilise rarement des millimètres et des centimètres, mais cela peut toutefois être possible en imprimerie. Malgré tout, nous utilisons surtout en valeur absolue les pixels. Alors, encore une fois, indiquer une taille absolue en pixels, cela est très précis, mais mieux vous l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité. Aujourd'hui, nous devons faire des sites qui sont responsives, qui s'adaptent à tous les écrans, et pour cela, nous utiliserons des valeurs absolues. Des valeurs relatives, pardon. Des valeurs relatives, donc c'est la méthode recommandée pour que le texte s'adapte aux écrans sur lesquels il est visualisé. Pour utiliser une valeur relative, il y a là aussi plusieurs moyens. Je vous l'avais dit, ceci se complique. Nous pouvons utiliser une valeur avec des mots en anglais. Nous avons pour cela cette taille disponible pour indiquer un font size. Nous avons la valeur XX small, qui sera une taille, comme vous voyez, minuscule. Nous avons la valeur X small, qui représente une taille très petite. Ici, 10 pixels. X small représentant 10 pixels. Lorsque je mettais XX small, cela représentait 9 pixels. Nous avons la valeur également small. Cette fois-ci, ma fonte sera de 13 pixels. Nous avons ensuite une valeur qui est medium. Medium signifiant moyen. Ici, ma fonte est de 16 pixels. Nous avons ensuite une valeur qui est large. Large signifiant grand, grand étant 18 pixels. Nous avons ensuite la valeur X large, très grand, ici 24 pixels. Et enfin, nous avons XX large, qui représentera 32 pixels. Alors, attention, lorsque je dis que XX large représentera 32 pixels, c'est bien parce que par défaut, mon navigateur interprète une taille normale de 16 pixels. Alors, cette technique a toutefois un défaut, c'est qu'il n'y a que cette taille disponible. Donc, on est vraiment limité. Notre technique, celle que j'utilise la plupart du temps, est d'indiquer la taille en EM. Si on écrit font size égale 1 EM,
Nous avons maintenant notre titre qui vaut 16 pixels. Un EM correspondant à la taille de notre élément parent. Ici, nous n'avons pas indiqué de font size par défaut, c'est notre navigateur qui a interprété notre font size de 16 pixels par défaut. Si maintenant sur mon body, je mets que mon font size sera à 200%. Vous voyez aussitôt, nos polices tout de suite ont grandi. Ici, mon font size qui vaut un EM, donc normalement 16 pixels, nous l'avions vu. Lorsque je regarde, en fait, il vaut 32 pixels. Le EM s'adapte suivant la taille que nous donnons à l'élément parent. Ici, étant donné que j'ai donné 200% en font size à mon body, cela signifie que tout le contenu de mon body utilisera un font size équivalent à 200%, et lorsque je mets une taille d'un EM, maintenant, mon titre vaut bien 200% d'un EM, c'est-à-dire 32 pixels. Si ici j'indique 3 EM, je vois qu'il fera 96 pixels. Si maintenant mon font size, je veux le déclarer uniquement à 100%, je reviendrai à mes 48 pixels, puisque 100% représente les 16 pixels. Bien comprendre que les EM ou les EX, puisque nous pouvons nous servir également de EX, sont par rapport à la taille de l'élément parent. Ici, mes paragraphes font 16 pixels. J'ai donné 100% de mon font size. Si je donne maintenant 150%, mes paragraphes feront 24 pixels. Par contre, si je veux que mes paragraphes ne fassent plus que 16 pixels, je vais dire alors que le font size vaudra 0,75 EM. Et ici, c'est pas vraiment 0,75, ce sera 0. Si je mets 0,70, voilà, c'est 0,66 logiquement même. Et ici, j'aurai un fond de 15,84 pixels. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment que lorsque nous appliquons des EM, ils sont définis par rapport à l'élément parent. Ici maintenant, je vais mettre 2 EM, 2 EM correspondant à 48 pixels. Si maintenant, plutôt que d'utiliser les EM, j'utilise les REM, nous voyons que notre fonte revient à 32 pixels. 2 EM, 48 pixels. 2 REM, 32 pixels. Pourquoi cela? Avec les REM, cela ne prend pas en compte la composition, c'est-à-dire ne prend pas en compte l'écriture dans les éléments parents, définie dans les éléments parents. Ici,
les REM prendront en compte la valeur par défaut du navigateur, qui est de 16 pixels. Donc, lorsque j'indique 2 REM, malgré que mon body soit de 150%, mon font size de body soit de 150%, ici, il ne prend en compte que la déclaration par défaut de mon navigateur. Un REM valant 16 pixels, 2 REM, on vaudra 32, 3, 48, etc. Ici, mon H1, je vois qu'il fait 72 pixels en déclarant 3 EM, puisque en EM, il tient compte de l'élément parent qui est le body, et dans mon body, je déclare un font size de 150%. Si maintenant, à la place de EM, je mets REM, il ne fera plus que 48 pixels. Ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que avec les EM, nous allons dépendre de la taille que nous définissons dans l'élément parent. Si nous ne voulons pas dépendre de la taille de l'élément parent, nous utiliserons le REM. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser les EM et les REM pour écrire les tailles de vos textes. Cela permettra, lorsque vous allez dimensionner vos appareils, que votre texte puisse s'adapter au contenu. Nous voyons, il rétrécit au fur et à mesure que la taille de l'écran diminue. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà pour ce qui concerne cette propriété font size. Nous avons ensuite la police d'écriture. La police d'écriture du texte se déclarera avec la propriété CSS qui est font family. Font family, nous indiquerons la propriété suivie de la police d'écriture que nous voulons utiliser. Ici, lorsque je regarde sur mes paragraphes ou sur mon titre, nous voyons que la fonte utilisée par le navigateur par défaut est la fonte Times New Roman. Ici, si je veux indiquer que la police qui sera utilisée sera la police Arial, j'indique la police comme valeur. Ici, je mets Arial. La police utilisée maintenant dans mes paragraphes est bien la police Arial. Alors, attention, lorsque vous allez utiliser des polices personnalisées, autres que les polices les plus courantes, sachez que le navigateur interprète la police seulement s'il la possède. C'est-à-dire qu'il faut que le navigateur du visiteur prenne en charge la police que vous voulez utiliser. Sinon, il affichera une police par défaut qui n'aura peut-être rien à voir avec ce que vous voulez afficher. Alors heureusement, depuis CSS 3, il est possible de faire télécharger automatiquement une police au navigateur qui affiche votre site. Nous verrons cela par la suite. La propriété CSS, donc, qui permet d'indiquer la police à utiliser, la propriété font family, nous déclarons alors la police font family suivie de sa police. Et pour éviter les problèmes au cas où l'internaute n'a pas la même police que nous, on indique en général plusieurs polices séparées par des virgules.
C'est-à-dire qu'ici, je vais déclarer la police Arial. Je vais mettre une autre police. Je veux la Calibri. Et si tu n'as pas la Calibri, alors mets-moi la Times New Roman. Et si vraiment tu n'as pas ces trois polices-là, tu me mettras une police en sérif. Alors, bien souvent, on finit la liste de nos polices d'écriture en indiquant sérif ou sans sérif. La différence entre sérif et sans sérif, c'est la présence de petites pattes de liaison en bas de lettres sur le sérif et que la sans sérif n'a pas. Ici, voyons si cela va fonctionner. Si je mets une police sans sérif, vous le voyez, ça ressemble à ça. Si maintenant je mets une police sérif, nous voyons que ici, le P a une patte, nous avons le L a une patte, etc. C'est plus visible sur certains caractères que sur d'autres. Si j'indique une sans sérif, voyons que notre Q, notre P, etc. n'a pas de patte en dessous. C'est la seule différence entre sérif et sans sérif. Alors, les polices les plus courantes, comme Arial, Arial Black, Comic sans MS, Courrier New, Georgia, Impact, Time New Roman, Trebuchet, Verdana, fonctionnent bien sur la plupart des navigateurs. Ainsi, si on écrit fond de famille Arial, Times, alors attention, lorsque vous avez plusieurs mots séparés, comme dans Times New Roman, bien indiquer ces polices entre parenthèses. Ici, Verdana, nous voyons que ici, il m'indiquera toutes ces polices maintenant dans le navigateur, en sachant que le navigateur de notre utilisateur essaiera d'utiliser la police Arial s'il en dispose. Si jamais il n'avait pas la police Arial, alors il essaiera d'utiliser la police Time News Roman. S'il n'a pas celle-là, alors il essaiera d'utiliser la police Verdana. Et si vraiment il n'a pas ces trois premières polices, alors il utilisera la police sans sérif par défaut. Voilà ce que signifient les fonds de famille et comment écrire leurs valeurs avec les polices séparées par des virgules. Maintenant, les polices communes, c'est bien, c'est une valeur sûre pour que le navigateur de nos visiteurs les affiche, mais si je veux vraiment une police personnalisée et qui sort de l'ordinaire, comment faire? Aujourd'hui, avec CSS3, cela est devenu possible, ce qui ne l'était pas auparavant. Pour cela, il y a deux méthodes là encore. Soit vous téléchargez le fichier de la police choisie et le placez dans le même dossier que votre fichier .css, et ensuite, nous devons déclarer la police en CSS en faisant un @fontface, c'est-à-dire que ici, bien souvent, tout en haut de notre fichier CSS, nous ferons un @fontface. Nous ouvrons nos parenthèses et nous allons devoir indiquer donc notre
Font Family. Indiquer ensuite la police que nous sélectionnons. Alors, pour bien comprendre, nous allons aller sur Google Font, choisir une police qui sera par exemple, pour bien distinguer les choses, allez, je vais prendre la Fuzzy Bubbles. Je fais une Download Family. Ici, Fuzzy Bubble, je vais aller télécharger dans mon dossier. Je vais extraire ceci. Voilà. Et je vais mettre ces polices avec les fichiers .ttf. Je vais les mettre dans mon projet où se situe mon CSS. J'ai dit que c'est la police Fuzzy Bubble. Donc ici, je vais mettre Fuzzy Bubble. Mettre src, src URL qui sera égal à Fuzzy Bubble. Allez, prenons la bold TTF. Je reviens sur mon site et ici, dans mon Font Family, je vais enlever ceci. Si maintenant dans mon body, je déclare une Font Family qui est Fuzzy Bubble, nous voyons qu'automatiquement, notre police Fuzzy Bubble s'applique. Donc voilà comment faire télécharger notre police Fuzzy Bubble ou toute autre police par le navigateur de notre utilisateur. Alors à noter tout de même qu'ici je suis en format .ttf, ttf étant True Type Font, qu'il existe différents formats de fichiers de police et que parfois vous allez être obligé de télécharger tous les différents formats de police qui sont EOT, WOF, TrueType, SVG, etc. Donc cette méthode, comme je vous le disais, est assez lourde puisqu'il faudra, au chargement de votre site, faire télécharger ces polices par le navigateur. Sachez également que nous avons besoin, donc, comme je vous le disais, de plusieurs formats bien souvent pour être sûr que le navigateur affiche ces différents formats de fichiers.
Donc nous avons le point TTF pour le True Type Font, le point EOT pour le Embedded Open Type, le point OTF pour le Open Type Font, le point SVG pour le SVG Font, format pour l'iPhone ou l'iPad, et enfin le point WOF qui est le Web Open Font Format. Lorsque nous allons utiliser tous ces fichiers et tous ces formats, il faudra alors déclarer tous ces formats en mettant ici, vous avez utilisé le format TTF, donc nous allons mettre format TTF. Nous allons ensuite mettre une virgule et redéclarer src URL FuzzyBubble bold. Par exemple SVG. On mettra format SVG, ainsi de suite. C'est quand même assez très lourd. Maintenant, j'utilise une autre méthode que celle-ci. Je vais donc enlever tout ça. Je reviens, je vais enlever mon fond de family. Alors, pour le moment, je vais le mettre en commentaire. Je vais supprimer ces fichiers. Et ce que je fais en général lorsque je veux une police Google Font, c'est que je vais utiliser le CDN de Google Font. Alors, ici, je vais enlever mes anciennes polices. Ici, j'ai ma police FuzzyBubble qui me propose deux styles, le style Regular ou le style Bold. Alors parfois, des polices vous proposent beaucoup plus de styles, allant du style 100 au style 900. Ici, j'ai deux styles. Je vais donc simplement cliquer sur Ajouter et Ajouter. Lorsque je regarde, j'ai bien ma police FuzzyBubble avec le style Regular 400 qui est sélectionné et le Bold 700 qui est sélectionné. Je choisis mon lien link et pas mon lien import. Je choisis mon lien link. Ici, je sélectionne toute cette balise. Je copie. Je viens dans mon index HTML. Je viens dans mon header. Ici, je vais mettre un commentaire en HTML en mettant un lien vers police FuzzyBubble. Et en dessous, je colle le lien que j'ai copié. Je vais indenter les choses un peu mieux. Je fais une touche Tab pour indenter les choses sur Visual Studio Code. Ici, ma fonte est donc bien emmenée avec mon CDN Google Font. Et nous voyons que maintenant, il me suffit d'indiquer dans les règles CSS pour spécifier la famille que je veux utiliser, cette règle CSS-ci. Je copie, je retourne sur mon site. Maintenant, dans mon body, je copie ma règle CSS et automatiquement, nous voyons que c'est bien cette police qui est appliquée à l'ensemble de mon site. Cette vidéo commençant à être un petit peu trop longue, je vais l'arrêter
pour le moment. Nous nous retrouvons donc dans la prochaine vidéo pour continuer à coder avec CSS et découvrir de nouvelles propriétés. N'hésitez pas en attendant à faire une pause et pendant la pause à vous inscrire sur le site Activator Web, à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous souhaiteriez retrouver sur le blog d'Activator Web. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. À tout de suite pour la prochaine vidéo.